Bon, donc nous reprenons le cours de nos affaires. Comme vous le savez, cette commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de l'affaire Cahuzac. Nous souhaitons donc mieux comprendre comment cette affaire très délicate a été traitée, notamment par la justice, mais sans aborder les éléments de fond de l'enquête qui relèvent du secret de l'instruction. Avant d'aller plus loin, il me revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, Monsieur le procureur, je vous remercie de bien vouloir vous lever, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes comme ordre de grandeur, 10 minutes, 15 minutes, afin que vous nous expliquiez le rôle que vous avez joué dans le traitement judiciaire de cette affaire, depuis les premières révélations parues dans Mediapart et jusqu'à ce que Jérôme Cahuzac reconnaisse la détention de comptes à l'étranger. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur Alain Claes pour un échange de questions et de réponses. J'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à poser leurs questions. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Alors, vous appuyez. Non. Alors, c'est bon, voilà, oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir souhaité m'entendre à l'occasion dans le cadre de cette commission d'enquête. C'est un exercice effectivement inhabituel pour un procureur général. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance de novembre 1958, pas de commission d'enquête sur des affaires donnant lieu à une information judiciaire ou à une enquête judiciaire. J'ai lu évidemment attentivement tous les débats qui ont précédé l'installation de la commission. J'ai bien compris, d'ailleurs son intitulé lui-même l'explicite, qu'il s'agit de déterminer les relations qui ont pu exister, les circulations d'informations et comment le circuit décisionnel a pu être assuré sans toucher, bien entendu, au fond des questions, puisque nous sommes en présence d'affaires qui sont concernées encore aujourd'hui par le secret de l'instruction. D'ailleurs, j'observe que un jour, si des poursuites se font jour devant un tribunal, les éléments, bien sûr, soumis au secret seront levés et dans le cadre d'un débat qui sera public et contradictoire. Je crois au préalable souhaitable, avant d'entrer dans le détail peut-être du cheminement de l'affaire en question, dans la période de décembre jusqu'à début avril 2013, je crois souhaitable de rappeler je ne suis pas sûr que ce soit des rappels d'ailleurs, malheureusement, mais de préciser un certain nombre de mécanismes qui président au fonctionnement des relations entre le parquet général, le ministère de la Justice. D'ailleurs, il y a un texte actuellement en cours de navette sur ces sujets-là, actuellement soumis au Sénat. Donc, je crois que c'est nécessaire notamment d'éclairer sur 3 points qui rejoignent tout à fait l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui. La première chose, vous avez bien sûr tous en mémoire, toutes et tous, la prohibition des instructions du garde des Sceaux dans les affaires individuelles, affirmée par la circulaire du 19 septembre 2012 de Madame le garde des Sceaux et qui est actuellement inscrite d'ailleurs dans le projet de loi auquel je faisais référence il y a quelques minutes. Pour autant, pas d'instruction, mais en même temps un devoir d'information qui demeure très prégnant à l'égard des magistrats du ministère public pour éclairer les différents échelons de la hiérarchie judiciaire et singulièrement la chancellerie sur le déroulement d'enquêtes, voire d'instructions judiciaires qui présentent un caractère, je dirais, particulièrement significatif ou qui sont amplement médiatisés. Il est évident que l'affaire en question est de celle-là. Alors, cette remontée d'informations
Elle est assurée essentiellement aujourd'hui par la voie de courriel. Les échanges téléphoniques sont devenus limités. En fait, quand il y a des questions particulièrement complexes ou une certaine urgence, mais je dirais que l'essentiel de l'information circule par la voie de messagerie. Elle circule à partir des services qui sont plus particulièrement en charge de ces questions. Au parquet de Paris, c'est bien sûr la division des affaires économiques et financières. Il en va de même au sein du parquet général et à la chancellerie, la direction des affaires criminelles et des grâces, plus particulièrement le bureau des affaires économiques et financières, sigle le BEFI pour les connaisseurs. Donc, cette remontée d'informations est quelque chose qui est opéré de manière régulière pour éclairer dans le cadre du circuit hiérarchique. L'évolution des pratiques fait que le garde des Sceaux n'adresse pas d'instruction et s'interdit d'émettre des avis sur le cours des procédures. Pour le parquet général et pour le parquet, des échanges, au contraire, ont lieu. Ces échanges ont vocation, bien entendu, à s'inscrire dans le contexte d'échanges entre magistrats. Je rappelle que le procureur général conserve, pour sa part, le pouvoir d'adresser une instruction de poursuite au procureur de la République. Première série d'observations que je voulais faire. Deuxième série d'observations de caractère général. Les éléments qui remontent sont des éléments qui vont concerner les actes ou auditions qui présentent un intérêt particulier dans telle ou telle affaire. Cela prendra la forme de comptes rendus, de rapports, mais les pièces de procédure n'ont pas vocation à être adressées au ministère. Les pièces de procédure restent au niveau juridictionnel, c'est-à-dire le parquet général, qui de toute façon est amené à intervenir devant les chambres de la Cour, les chambres d'instruction, etc. Les pièces de procédure, à part quelques pièces particulières, mais à un moment donné où ça ne présente pas de difficultés particulières, je pense notamment des réquisitoires définitifs ou des ordonnances ou des arrêts juridictionnels. Donc pas de pièces de procédure et également un certain nombre de mesures programmées à caractère coercitif, comme des perquisitions, des actes pour lesquels une confidentialité particulière s'impose, sont en principe laissés à la discrétion donc, des autorités du parquet et elles sont portées à la connaissance au moment où elles sont réalisées, donc au moment où il n'y a plus de problème particulier. Une troisième observation, et je m'arrêterai là pour les observations générales, c'est que les remontées d'informations, elles s'effectuent bien souvent à l'initiative du parquet général, mais il peut y avoir, dans un certain nombre de cas, et ça a été bien sûr la situation en l'espèce, des demandes de précision, des demandes d'éclaircissement, des demandes de levée d'équivoques par rapport à des informations qui seraient diffusées par votre presse à propos du dossier et pour lesquelles il va falloir apporter une réponse au ministère de la Justice. Donc voilà comment les choses sont organisées. Je pourrais apporter des précisions, bien sûr, si certains membres de la Commission le souhaitent,
Mais c'est le schéma qui a été suivi dans l'affaire qui nous préoccupe, qui préoccupe la Commission sur ces différents aspects. Alors, pour en venir maintenant au déroulé du dossier judiciaire depuis le mois de décembre. Je dis depuis le mois de décembre, en réalité, c'est vraiment depuis le mois de décembre. Ça coïncide avec la date de la mise en place de votre commission, mais il n'y avait pas d'affaire auparavant. Les choses débutent en réalité, pour nous, par une demande, par une transmission plus exactement, de la Direction des affaires criminelles et des grâces, le 6 décembre, donc peu après les révélations de Mediapart. Il s'agit d'une transmission destinée, comme la loi le prévoit dans certaines situations, l'article 48 de la loi sur la presse, il s'agit d'une plainte en diffamation s'agissant de faits donc déclarés à l'encontre d'un membre du gouvernement. Article 48 de la loi sur la presse. Il est prévu par l'article 48 en question que c'est le garde des Sceaux qui dépose plainte dans ces situations-là. En pratique, une analyse a été effectuée et il s'est avéré que la diffamation en question, si tant est, portait sur non pas l'activité en tant que membre du gouvernement de M. Cahuzac, mais portait sur des faits qui lui incombaient à titre personnel. Et l'enquête qui a été lancée, mais il s'agissait d'une enquête interruptive de prescription, évidemment courte, en matière de loi sur la presse, cette enquête a été orientée en ce sens. Et d'ailleurs, le 20 décembre, le parquet de Paris nous a informé du nouveau dépôt d'une plainte, cette fois-ci par M. Cahuzac, afin de déposer une plainte en diffamation, et cette fois à titre non plus en tant que membre du gouvernement. Pour l'histoire, je dirais, ces plaintes ont suivi leur cours. Une consignation a été déposée un peu plus tard, mais par la suite, un désistement a été effectué, désistement qui doit être à présent constaté par le magistrat instructeur, mais je dirais que c'est déjà plus pour l'histoire. Voilà pour le mois de décembre. Pardon ? Le désistement, je voudrais être sûr de ne pas dire de bêtises, je ne suis pas certain de l'avoir. La conciliation a été déposée le 15 février et le désistement, je vous le ferai passer si ça vous... ça, je ne l'ai pas ici. Mais il est postérieur, il remonte au... Pardon ? Je pense, oui. Je pense. Mais ça, bon, si vous voulez, bien sûr, je le ferai passer à la commission. Oui. Et voilà. Alors, s'agissant à présent de la suite, excusez-moi, la suite, c'est pour nous, au Parquet général de Paris, l'envoi d'une information le 31 décembre 2012. On sait qu'avait été médiatisé un signalement auprès du procureur de la République de Paris le 27 décembre. Et cette information, le procureur était en congé le 27 décembre, bon, cette information a été portée officiellement à notre connaissance le 31 décembre, donc. Le 4 janvier, nous avons eu l'occasion, c'était le retour un peu, d'échanger un peu, le procureur et moi. Et le 4 janvier a été décidé le principe d'une ouverture d'information par le procureur de Paris, information que nous avons faite remonter en temps réel à la Direction des affaires criminelles et des grâces, donc au bureau de l'entraide
dont je parlais tout à l'heure, des affaires économiques et financières dont je parlais tout à l'heure. Le 8 janvier, le parquet général a complété cette transmission, d'ailleurs, par un rapport dans lequel il émettait son appréciation sur cette ouverture d'enquête pour considérer qu'il y avait des éléments, effectivement, en ce sens. Voilà. Le même jour a été précipité un petit peu la publication d'un communiqué de presse pour annoncer l'ouverture d'une information judiciaire, d'une enquête judiciaire, pardonnez-moi, parce que il y avait un certain nombre d'éléments qui commençaient de tourner dans la presse, pour prendre une expression que chacun connaît, et il était nécessaire de clarifier les choses. Donc le communiqué a été diffusé le 8 janvier dans l'après-midi. Le ministère de la Justice nous a demandé, la Direction des affaires criminelles, nous a demandé un certain nombre de précisions sur le service d'enquête saisi, sur les axes de travail. C'est en fait seulement le 9 janvier que les choses se sont précisées, avec une réunion de travail du parquet et des enquêteurs pour définir ces axes de travail pour les services d'enquête. Tout ça a été porté, les principes de ces réunions et des grands axes ont été portés à la connaissance donc de la Direction des affaires criminelles et des grâces à ce moment-là. Des demandes de précision ont pu être formulées, mais je dirais que l'essentiel est là. Par la suite, l'enquête a été lancée avec un certain nombre d'actes, essentiellement d'auditions, en gros sur la période 10 janvier, 16 janvier en réalité pour la première audition, M. Gonel, 16 janvier jusqu'au mi-mars, on aura une dizaine d'auditions qui vont être effectuées, un certain nombre d'actes qui vont être réalisés, de saisies, relativement peu de perquisitions, mais tout de même. Et dans ce contexte-là, la priorité était évidemment de recueillir la pièce maîtresse, la pièce principale, à savoir le fameux enregistrement qui avait servi de point de départ à toute l'affaire. Je crois que ce n'est vraiment pas utile que je précise à cet égard-là. Donc cet enregistrement a été recueilli le 16 janvier. Il a été évidemment pris en charge par les enquêteurs qui ont procédé à un certain nombre de premières vérifications et ensuite, pour rester sur l'enregistrement, après de premières vérifications, notamment sur sa qualité, sur ce qu'on pourrait en tirer en quelque sorte. Début février, nous avons eu l'information, mais je sais que vous avez entendu M. Arella, donc il a pu vous en dire de manière plus précise. Début février, il a été porté à la connaissance du parquet que l'approfondissement de l'expertise sur l'enregistrement pourrait prendre un certain temps, que plusieurs méthodes étaient envisageables plus ou moins approfondies, que certaines méthodes pourraient prendre 15 jours, d'autres méthodes 1 mois. Donc, nous sommes à partir de début février sur l'idée que l'enquête va évidemment devoir être suspendue un petit peu, non pas suspendue parce qu'on fait des tas d'auditions, mais va être quand même très, très subordonnée aux résultats de l'expertise
par le laboratoire de police scientifique d'Écully. Donc, ça nous amène tout cela aisément à début mars. Alors voilà, donc les auditions, je l'ai dit, se sont déroulées courant février et début mars. Elles ont concerné les principaux protagonistes de l'affaire et le plus souvent d'ailleurs, ces auditions, le principe de ces auditions a été médiatisé assez largement par je ne sais pas qui, mais en tout cas, on a su en général que X ou Y était auditionné. Chaque fois que ces auditions ont eu lieu, chaque fois qu'un acte significatif avait lieu, un compte-rendu était établi par le parquet, analysé et retransmis par le parquet général au niveau du BEFI, donc, de la Direction des affaires criminelles et des grâces. Donc, la place Vendôme était informée en temps réel et elle a été amenée à poser parfois des demandes de précision ou d'éclaircissement s'agissant de certaines mesures. Un élément particulier, évidemment, est intervenu le 1er février, lorsque nous avons été informés de la transmission par le ministère de l'Économie d'une lettre. Le 1er février. C'est le 1er février que nous avons été informés, donc très rapidement, puisque le courrier était de la veille ou de quelques jours, 2 jours avant. Voilà. Donc le 1er février, cette information donc est apportée, et nous la faisons remonter, bien entendu, immédiatement à la Direction des affaires criminelles et des grâces. Nous faisons remonter, je dis bien, l'information, parce que dans la ligne de ce que je vous ai dit au début, nous ne faisons pas remonter le courrier lui-même, qui a été versé, je l'ai dit, donc, entre les mains des services de police, de la DNIF, la Direction nationale des investigations financières et fiscales. Donc, ce courrier reste au niveau du parquet général, n'est pas communiqué au ministère. Par contre, évidemment, son contenu est très largement précisé. Ça amène d'ailleurs une demande d'approfondissement de la direction criminelle qui souhaite être bien certaine d'avoir tous les éléments, et nous demande aussi d'ailleurs si nous détenons le courrier de saisine des autorités fiscales suisses, partie de France donc. Et la réponse sera négative, nous ne détenons pas ce courrier de saisine. Voilà. Donc voilà, ensuite les débats autour du lien entre une enquête fiscale et une enquête pénale se déroulent un petit peu sur la portée de la convention franco-suisse qui a été modifiée, comme vous le savez, récemment. Mais bon, je pense que tout ça ne présente pas un intérêt immédiat, en tout cas pour notre réflexion. Donc les auditions, je l'ai dit, se poursuivent tout au long du mois de février. Début mars, M. Plenel évoque dans un article ou sur Yahoo, je ne sais exactement quel média, mais évoque le fait que l'enquête serait revenue, l'expertise plus exactement, serait revenue et confirmerait qu'il s'agissait bien sur l'enregistrement de la voix de M. Cahuzac. Nous ne pouvons à ce stade-là, vis-à-vis de la direction des affaires criminelles, que démentir en l'état de nos informations, bien sûr, cette information. Pour nous, l'expertise n'est pas terminée le 6 mars, elle le sera plus tard. Ensuite, le 12 mars, le procureur de Paris transmet aux autorités judiciaires suisses, au parquet de Genève, le 12 mars donc, une demande d'entraide internationale afin d'éclaircir un certain nombre de points. Cette demande d'entraide est diffusée à cette date-là parce qu'il fallait au préalable
recueillir, pour qu'elle soit utile, un certain nombre d'éléments assez précis qui ont été évidemment rassemblés, en particulier dans le cadre des auditions auxquelles il a été procédé en janvier et en février. Donc, transmission de cette demande d'entraide auprès de la Suisse. Le 15 mars, la direction criminelle nous demande quels sont des éléments sur les effectifs consacrés à l'enquête et sur le coût de l'enquête. Et nous apportons les réponses dans la journée relatives au fait que les expertises se déroulent auprès du laboratoire d'Écully, donc laboratoire public. Donc ce coût n'est pas considérable et significatif. Et il y a 3 enquêteurs à temps non pas complet d'ailleurs qui sont chargés de cette enquête. On nous interroge aussi d'ailleurs sur une demande formulée par un magistrat instructeur, M. Daïef, qui est saisi d'un dossier concernant l'UBS, de démarchage. Est-ce qu'il est exact qu'il avait souhaité qu'on l'adresse un supplétif de l'enquête Cahuzac dans le dossier sur le démarchage d'UBS? La réponse est oui, même s'il semble que cette demande était beaucoup plus ancienne. Il y a eu cette demande, mais nous avons répondu, le parquet a répondu par la négative, en considérant que il y avait pas de lien entre le démarchage d'UBS, qui s'effectue à certaines dates, et les ouvertures de comptes qui ont eu lieu dans les conditions que précisément l'information judiciaire est en train de déterminer, mais il n'y a pas de lien. Donc l'enquête se poursuit dans le cadre des directives du parquet. Ça, c'était donc le 15. Le 16... c'est le 18. Oui, le 18... attendez voir, le lundi, c'est le... J'ai pas le... Oui, lundi 17. C'est le lundi 17, je pense, qu'on a... nous recevons l'information que... C'est le lundi de la semaine en question, en tout cas. Nous recevons l'information... Pardon ? C'est lundi 18. Bon, d'accord. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Lundi 18, tout à fait, puisque c'est le 19 qu'on a ouvert l'information, pardonnez-moi. Le lundi 18, donc, nous avons l'information qui remonte du parquet de Paris, selon laquelle l'expertise de l'enregistrement a été terminée. Elle a débouché, et ça a été médiatisé par le communiqué de presse du procureur. Cette expertise démontre que sur une échelle de -2 à +4, donc on se situerait sur un niveau de 2 et on conclut à une certaine probabilité très large que ce soit la voix de M. Cahuzac. Donc cette information, bien sûr, remonte immédiatement à la direction des affaires criminelles et des grâces. Et puis, le 19 mars, donc, le parquet général donne l'information à la direction des affaires criminelles et des grâces que l'enquête va devenir une information judiciaire à travers donc une décision d'ouverture au vu des éléments donc qui ont été rassemblés. Et je pense que vous avez évidemment en mémoire le communiqué de presse que le procureur a souhaité très détaillé pour que tous les éléments, enfin en tout cas suffisamment d'éléments, puissent être apportés au public sur la base sur le résultat des investigations. Voilà les choses importantes. Le reste me paraît moins enfin, je suis prêt à répondre aux questions, mais voilà, ce sont les choses les plus importantes. Merci, monsieur le procureur. Donc, général, je vais passer la parole à monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Alors, peut-être, vous nous avez donné beaucoup de dates pour la commission. On va peut-être refaire le calendrier sous votre contrôle, monsieur le procureur. Donc, et j'y reviendrai, vous ouvrez une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale confiée à la Division nationale des investigations financières et fiscales le
8 janvier. C'est le 8 janvier, oui. 8 janvier 2013. Vous recevez l'enregistrement le 16 janvier. Oui, c'est le 16 janvier effectivement, qu'il est récupéré chez M. Gonel, oui, par M. Gonel. Oui. Ensuite, si on continue le calendrier, vous êtes informé le 1er février, Oui. De la réponse des autorités helvétiques à la demande de Bercy. Oui, tout à fait. Enfin, comment dire, la réponse des autorités helvétiques a été remise aux enquêteurs, donc non pas aux procureurs, hein, oui. Aux enquêteurs de la DNIF. Écoutez, je pense que c'est le 1er février. Oui, en parce tout cas, aussitôt, c'est remonté. Ils reçoivent la réponse le 31. Voilà. Hein, donc c'est le premier. En tout cas pour nous, au niveau du parquet, c'est le 1er février qui compte. Hein, voilà. D'accord. Concernant l'enregistrement que vous recevez le 16 janvier, il est transmis au bureau d'études pour examen début février. Il est transmis avant. Il y a un début d'enquête qui est opéré, mais qui ne donne pas encore suffisamment, si vous voulez, qui permet de regarder la qualité du matériel, un peu de. Mais ça, ce sont les techniciens et les experts qui sont davantage. Si vous voulez, il faut déjà écouter, voir. C'est vraiment un travail technique sur lequel moi je ne m'aventurerai pas. Il s'agit de vérifier que le bruitage et les bruits de fond peuvent être écartés, enfin toutes ces choses. Je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de dire combien de temps il faut pour faire ça. Simplement. Ce que je puis dire, non, pardonnez-moi, juste pour finir, ce que je puis dire, c'est que c'est effectivement le 6 février qu'on va nous dire, bon, voilà, après ce premier travail préalable, il nous faut sur une méthode 15 jours, mais si on veut la meilleure méthode, la plus approfondie, c'est 1 mois. Tout à fait. Donc c'est transmis au laboratoire qui, au bout du compte, va faire l'étude. C'est transmis le 16 février, ça correspond aux dates que nous avons eues. Le 18 mars, vous avez la transmission du rapport des experts, de la police technique et scientifique sur l'enregistrement. Et c'est donc le 19 mars que le parquet ouvre une information judiciaire comprise pour les qualificatifs. Nous les connaissons. Nous sommes d'accord sur ce calendrier. Oui. Alors peut-être maintenant revenir sur plusieurs points, Monsieur le procureur général. Tout d'abord, sur les relations avec la chancellerie. Vous nous avez rappelé quelle était la règle. Si je comprends bien, vous avez vos correspondants à la chancellerie, c'est la direction des affaires criminelles et des grâces. Tout à fait. Plus précisément, le bureau des affaires économiques et financières. Oui. Est-ce qu'au-delà de ce contact, vous avez eu un contact avec un membre du cabinet de la garde des Sceaux ou voire du cabinet de la présidence de la République? Non, là je suis tout à fait formel, non. Tout s'est passé je dirais à 95 ou 96 ou 97%, je ne pourrais pas dire, par le jeu des services, mais bien entendu, j'étais systématiquement informé et j'étais amené à émettre mon appréciation et mon orientation en interne, mais les circuits sont passés des services du parquet compétents auprès des services compétents de mon parquet général et du bureau des enquêtes financières de la direction criminelle. Cela dit, pour des moments cruciaux, l'ouverture de l'enquête, l'ouverture de l'information, des interrogations sur ce qui se passe avec le courrier émanant des autorités helvétiques, enfin des moments comme ça. Bien entendu, j'avais un contact direct avec le procureur. Il a pu y avoir, mais je pense que c'est même quasi insignifiant ou presque anecdotique, parce que je rencontre quand même quelquefois la directrice d'affaires criminelles, mais voilà, mais ça n'a jamais été très loin. Les choses se sont passées par les canaux que je viens d'indiquer. Je n'ai eu aucun contact direct sur cette affaire avec le cabinet du garde des Sceaux, ou vous disiez, ou d'autres cabinets ministériels. D'accord. Donc la forme de contact se fait sous forme de courriel. Oui. Est-ce qu'on pourrait
la commission pourrait avoir accès à ces courriels? Je me doutais de la question. Bon, je n'ai rien à cacher à la commission. Mon souci, c'est le secret de l'instruction. Un certain nombre d'éléments dans ces courriels sont factuels, retracent de manière plus, comment dirais-je, plus détaillée ce que je viens de dire sur les cheminements. Par ailleurs, il peut y avoir des éléments qui, à mon sens, s'intègrent dans l'instruction en cours, en fait. C'est ce qui me gêne. Cela dit, je peux aussi remettre à la commission des éléments détaillés sur ces courriels. D'accord. Oui. Attendez, si vous me permettez, procureur. Mais je comprends que c'est important. Oui. Bon, merci de votre ouverture en la matière. Il ne s'agit pas pour nous d'interférer sur l'enquête proprement dite, l'instruction, etc. Il s'agit des relations entre votre hiérarchie, la hiérarchie au ministère de la Justice, et quitte après à nous à voir si c'est remonté plus haut. C'est ça, c'est pas donc pour que vous soyez très, très à l'aise. S'il y a des parties, monsieur le rapporteur, qui concernent des éléments dont il vous semble qu'ils sont couverts par le secret de l'instruction, on peut peut-être les masquer. Vous voyez, enfin, je veux dire, de façon. Moi, je pense que monsieur le procureur général a fait une proposition. Voilà. Et donc, je pense. Nous allons vous saisir officiellement. Oui. Vous avez besoin d'une saisine officielle ou non? Non, moi je peux prendre l'engagement ici de. Très bien. Alors, simplement comprenons-nous bien, de m'engager à quoi? Voilà. À vous remettre. Je peux faire un tableau. On a déjà commencé, pour ne rien vous cacher, un travail sur un tableau synthétique, synthétique, mais quand même déjà relativement développé, et retraçant le contenu, les éléments figurant dans chaque courriel, et à propos de ce qui a permis d'éclairer la place Vendôme dans le processus de l'enquête en cours. Bon. Maintenant, les courriels, il y en a qui ne posent pas de problème, mais il y en a d'autres, quand même, oui, je ne voudrais pas être ennuyé avec le secret de l'instruction. Voilà. D'accord. Écoutez, vous faites pour le mieux. Vous voyez notre objectif, c'est de ne pas interférer sur cette affaire, d'instruction, etc., mais c'est de voir quelles sont les informations qui sont remontées et jusqu'à quel niveau. Tant au niveau, notamment de la direction des affaires criminelles et des grâces, que au niveau du cabinet. Et ça, on verra ça avec votre hiérarchie. Vous nous confirmez que votre interlocuteur, c'est la direction des affaires criminelles et des grâces, bureau des affaires économiques. Alors revenons maintenant sur les choix qui ont été faits. 8 janvier. La réponse est oui, non. Attendez, c'est monsieur le rapporteur qui a la parole. 8 janvier 2013. Donc, le parquet de Paris décide l'ouverture d'une enquête préliminaire. Vous nous rappelez tout à l'heure le contexte. Le contexte, c'est des articles de presse, c'est un certain nombre d'éléments qui remontent en votre possession. Pourquoi avez-vous choisi cette solution plutôt que celle qui aurait consisté à élargir le champ d'investigation du juge d'instruction qui est chargé d'enquêter sur les pratiques de la banque UBS en France? J'ai un peu répondu tout à l'heure. Oui. Il est développé ce que vous avez dit. Oui. La banque UBS, c'est une affaire de démarchage au cours plus récentes, disons, et qui concerne Là, on n'a pas le sentiment qu'il y ait une prospection particulière. Et on remonte à des années quand même bien antérieures. Bien antérieures. Par rapport. Et puis, je termine. Et puis assez rapidement, on voit que la question n'est peut-être pas qu'UBS. Est-ce qu'il est exact que le juge d'instruction, donc c'est Daïef, a écrit au parquet de Paris pour indiquer qu'il n'était pas opposé à un réquisitoire supplétif qui lui aurait permis d'élargir son instruction au cas du ministre? C'est une information qui est diffusée par Mediapart le 15 mars. Oui, mais j'ai évoqué cela. J'ai évoqué cela, et pour dire que notre analyse, c'est que non. Le parquet a sa décision sur le fait d'élargir ou pas. C'est vraiment une décision qui appartient au procureur de dire je saisis ou je ne saisis pas un juge d'instruction, j'élargis ou je n'élargis pas sa saisine. C'est une compétence du ministère public. Et très franchement,
je trouve que c'est une bonne décision de cibler, de centrer sur une affaire. Vous savez, de manière plus large, je vois trop d'affaires à la Cour d'appel de Paris qui ont 20 ans d'âge. Donc, arriver à éviter qu'on ait des dossiers tentaculaires et essayer de faire en sorte que on puisse serrer un peu les questions et avancer pas à pas, c'est aussi une des responsabilités du parquet. Parce qu'après, on se trouve avec des dossiers qui impliquent des tas d'aspects très différents. Et c'est pas facile d'en sortir. Les délais se rallongent. Il y a des incidents de procédure qui concernent une personne, mais qui, en réalité, n'ont rien à voir avec une autre personne qui est impliquée dans la procédure. Donc, on essaye, c'est une des responsabilités du parquet, que d'essayer bien sûr, de fusionner, de centraliser ce qui doit l'être, mais quand ce n'est pas indispensable, non. Et en l'espèce, honnêtement, non. Autre question pour aborder, parce que ça a été évoqué souvent dans notre commission, le rapport entre l'enquête administrative et la procédure judiciaire. Est-ce que vous jugez normal que l'administration fiscale ait poursuivi ces investigations, en particulier en demandant une demande d'échange auprès de la Suisse, alors que l'enquête préliminaire était en cours? Il y a une autonomie du droit fiscal, c'est tout ce que je puis répondre. L'enquête était ouverte au parquet. Nous avons découvert ça, en effet, le 1er février. Selon Mediapart, et vous en avez parlé tout à l'heure, vous faites une demande d'entraide pénale aux autorités suisses. C'est bien le 12 mars. Le 12 mars. Oui. Dans le cadre de l'enquête préliminaire. Vous nous le confirmez. Oui. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Je l'ai un peu indiqué. Il fallait, pour qu'on fasse une enquête utile auprès de la Suisse, je ne parle pas de l'aspect fiscal, moi je ne maîtrise pas ce qui est utile dans le cadre de l'entraide fiscale. Bon. Pour une enquête pénale, d'entraide judiciaire pénale, il faut des éléments assez précis. Il faut pour que les Suisses ne rejettent pas d'emblée une demande, que l'on fasse apparaître tout de même des éléments suffisamment précis, notamment sur le terrain du blanchiment ou sur ce qui a été un des motifs d'ouverture finalement de l'information judiciaire concernant le versement d'argent par des laboratoires, des choses comme ça. Donc là, incontestablement, mais toutes ces choses-là, elles sont apparues au cours de l'enquête. On aurait, à mon sens, on aurait été contre-productif à adresser une demande d'enquête à la Suisse dès le mois de janvier, par exemple. Donc entre le 8 janvier et le 12 mars était la date la plus appropriée. Bon, sans relever du secret de l'instruction, vous pouvez nous dire la réponse obtenue? La réponse de la Suisse, d'entraide? De la Suisse, elle n'est pas revenue. Non, parce que le 12 mars, comme vous l'avez dit vous-même, comme je l'ai dit, on a ouvert l'information le 18 mars. Et donc tout ça a été repris en main par les juges d'instruction actuellement saisis du dossier. Donc elle n'est pas remontée? Non, elle n'est pas revenue. Revenue? Non, mais ce qui n'a pas... Enfin, elle a été reprise en main par les juges d'instruction une semaine plus tard. En fait, cette enquête qui a été adressée donc le 12 mars a été... non pas victime, mais pratiquement, du résultat de l'expertise donc parvenu du laboratoire, le 18 mars. Et dès lors qu'on ouvre l'information le 19 mars, ça devient l'affaire des juges d'instruction de reprendre tout ce volet avec les différentes facettes. Pas chez nous, chez le juge d'instruction. Mais à ma connaissance, enfin bon, voilà. Merci, Monsieur le Président. Terminé ? Oui, terminé. Oui, j'ai une ou deux questions complémentaires par rapport aux questions qui ont été abordées par notre rapporteur. D'après votre pratique, la procédure d'entraide judiciaire est-elle plus rapide, plus efficace que la procédure d'entraide entre les administrations fiscales dans le cadre de la convention franco-helvétique, d'après votre pratique?
Je crois que tout est dans le détail de la demande. Si on va à la pêche en quelque sorte vers les autorités helvétiques, en matière pénale en tout cas, on va au-devant de grosses difficultés. Il faut arriver à démontrer un certain nombre d'éléments suffisamment précis. Mais après, ça peut aller assez vite. On a une bonne coopération, une bonne collaboration avec les magistrats en l'espèce c'est Genève, des magistrats de Suisse. Alors, le comparatif avec l'entraide fiscale, très franchement, je sors de ma sphère de compétences. Je ne voudrais pas m'aventurer. Est-ce que vous avez eu beaucoup de dossiers où l'administration fiscale vous a transmis les réponses pour vous permettre de saisir au pénal via la commission des infractions fiscales, ou des cas inverses? À l'occasion d'une enquête en cours? Oui, d'enquête. Ou même, ou d'enquête. Non, mais parce qu'il y a un grand débat sur l'efficacité de la convention fiscale franco-helvétique, où je pense qu'on peut dire que la commission a quelques interrogations sur son efficacité. Mais donc, certains disent que l'entraide judiciaire est plus efficace que l'entraide fiscale. Vous n'êtes jamais rapproché de vos collègues de l'administration fiscale pour essayer de comparer les durées de réponse, la qualité des réponses? Le dispositif de l'entraide fiscale est assez récent. Il a été rénové il y a à peine quelques mois. 2 ans. Bon, mais moi, je crois que l'enquête pénale présente le gros avantage de permettre d'aller quand même bien au fond des choses, beaucoup bien en profondeur par rapport à ce que peut permettre une enquête fiscale qui est bâtie sur l'urgence. Mais bon, je crois que c'était mais en fait, c'est un complément. Vous avez une entraide fiscale qui peut permettre de débroussailler rapidement quelque chose, à condition qu'on ait quand même des éléments suffisamment précis dans la question posée et dans la réponse attendue. Et puis derrière, l'enquête pénale permet d'aller quand même en profondeur. J'ai une deuxième, et je vous rassure, dernière question, qui concerne ce que vous avez dit au début de votre propos sur les 2 procédures possibles, c'est-à-dire au début de l'affaire, la diffamation. Vous nous avez expliqué que dans un premier temps, le ministre Jérôme Cahuzac avait saisi la chancellerie, et que en fait vous aviez considéré que ce n'était pas une affaire liée à l'exercice de sa fonction, et que donc on a basculé dans le particulier de droit commun. Est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer sur cette double procédure? Et en particulier, est-ce que le recours à cette disposition particulière, est-ce qu'elle vous a surpris? Et est-ce que les faits dénoncés par Mediapart étant antérieurs à l'entrée au gouvernement de Jérôme Cahuzac et sans lien avec son action ministérielle? Puisque nous avez dit, effectivement, on a dit que ça ne relevait pas de l'article 48. On a regardé, on a lu la plainte. La plainte et voilà. Et, si vous voulez, quand le parquet général, quand le parquet reçoive une demande, c'est quelque chose qui se produit assez régulièrement, sur la base de l'article 48, des membres du gouvernement qui déposent plainte. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas comment, mais ça nous est apparu quand même très vite que il fallait rectifier le tir et considérer que c'était une diffamation, si tant est, concernant un particulier. Mais vous en avez informé de cette erreur de procédure, soit le ministre, soit ses conseils à la chancellerie? Oui, bien sûr, la direction criminelle, D'accord. toujours. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Vous nous avez pas tout à fait répondu à ma première question, monsieur le procureur général. Je vais essayer. Parce que vous avez une longue expérience, sur l'efficacité relative. C'est-à-dire, est-ce que ça met 6 mois, 1 an, 2 ans, les réponses pénales, par la voie pénale, par rapport au volet, volet fiscal, la possibilité d'une procédure fiscale? Je comprends. C'est pas facile de vous répondre parce qu'il n'y a pas de règles. Et les choses se sont d'ailleurs accélérées depuis un certain temps. Mais il fut un temps où certaines
demande de commission rogatoire prenait des mois. Il y avait le système des recours, notamment organisé à Genève ou contre des décisions. Et tout ça prenait un temps. J'ai le souvenir de quelques affaires des années 80 où ça a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, les choses vont incontestablement mieux. Mais vous dire que ça prend 6 mois, ça prend 1 an, franchement, je pense qu'on est là sur un schéma. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut obtenir en quelques mois des éléments de réponse, en tout cas, qui permettent éventuellement de réorienter et de faire une demande complémentaire ou de rebondir. Mais ça peut être une affaire de quelques mois, oui, pour avoir en tout cas déjà des éléments de réponse. Pas forcément à toutes les questions, mais au moins déjà un certain nombre de réponses. Et puis ce qui accélère beaucoup, c'est à un moment donné un déplacement du magistrat. Ce qui, si les choses ne s'étaient pas précipitées le 19 mars, aurait sans doute eu lieu. C'est-à-dire un déplacement du magistrat, ça permet d'accélérer les choses très sensiblement et on peut réduire à ce moment-là les délais des délais à quelques semaines. Merci, Monsieur le Procureur général. Alors, j'ai 4 inscrits. On va commencer. J'ai Monsieur Germain, Monsieur Morin, Madame Untermaier et Madame Bechtel. Alors, on commence par Monsieur Germain. Oui, 2-3 questions, Monsieur le Procureur général. La première, pour poursuivre la question de notre président sur la diffamation, est-ce que la réponse est vraiment blanche, si je puis me dire? En tout cas, est-ce qu'il est très clair que le ministre ne pouvait pas saisir en tant que ministre, puisqu'on peut aussi se dire qu'étant diffamé, c'est parce qu'il est ministre, en tant que citoyen, il ne l'aurait pas été, même si c'est des affaires personnelles. On a tout un tas de rumeurs, même si là l'enquête de Mediapart était sérieuse, qui sont véhiculées contre des personnalités politiques parce qu'elles sont des personnalités politiques. Ma deuxième question, c'est à quel moment vous avez forgé votre intime conviction que M. Cahuzac avait bien un compte en Suisse au fur et à mesure du déroulement de l'enquête, si vous est possible de répondre à cette question sans d'entraver le secret de l'instruction et les procédures judiciaires en cours. Et puis, sous question par rapport à celle-là, le document que vous avez reçu de Bercy émanant de la Suisse, est-ce qu'il a eu un rôle? Comment vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez lu comme un document qui n'apportait pas de réponse puisque la période à laquelle le compte avait pu être transféré précédait cela? Ou est-ce qu'il a eu un rôle dans la démarche judiciaire? Donc, 3 questions, Monsieur le Procureur, dont une sous-question. Oui. Bah, sur la première question, non, très franchement, bien sûr que des actions, plutôt des imputations faites auprès d'un homme public, d'un homme politique, vont être renforcées au gré de l'exposition médiatique de l'intéressé. Hein. C'est ainsi, c'est sans doute malheureux, mais on est plus exposé quand on est médiatiquement sur la place. En même temps, on a un certain devoir aussi. Donc le fait que la diffamation ait été ressentie par un membre du gouvernement, mais comme ça aurait pu être par une autre autorité, ne change rien au fait que, en réalité, les imputations portaient sur un comportement personnel d'un particulier, et ça, je crois que c'est tout à fait clair. Hein, c'est tout à fait clair. Votre deuxième question, c'était sur... non, c'est la troisième. Sur la lettre, comment est-ce qu'on l'a lue? Comment est-ce qu'on l'a perçue? On l'a perçue, je pense, comme en effet, donnant des éléments, apportant des éléments par rapport à une période donnée. Simplement, la notion d'avoir se distingue de la notion de compte. Donc, ça ne mettait pas un terme à la discussion. Donc, même si, effectivement, c'était un élément important,
ça ne mettait pas un terme aux nécessités d'investigation. Et puis, quand est-ce que la conviction s'est forgée, vous savez, ça, je crois quand même que, pour être vraiment sûr de son affaire, l'élément important, c'était l'expertise de l'enregistrement, hein, donc le 18 mars. Hein, dire qu'auparavant, il y avait un certain nombre d'auditions qui permettaient de situer un peu le paysage de toute cette affaire. Mais bon, on attendait le retour de l'enregistrement. Toute la logique de la construction du parquet, de la démarche du parquet, a été liée à ça. Si vous voulez, en début janvier 2013, il faut aller expertiser cet enregistrement. C'est ça, voir ce qu'il en est. Et donc, il est tout à fait cohérent que 2 mois et demi plus tard, quand on a le retour de cette expertise, eh bien, on en tire des conséquences. Merci, Monsieur le procureur général. Monsieur Morin. Monsieur le procureur général, simplement deux petites questions très rapides. La première, vous nous aviez dit que vous avez fait remonter en permanence ces informations à la direction des affaires criminelles et des grâces, ce qui est normal, c'est le fonctionnement classique. Est-ce que dans vos conversations avec vos correspondants, il vous est arrivé que vos correspondants disent « le cabinet du ministre me demande telle ou telle information, voudra avoir tel ou tel élément complémentaire ». La deuxième chose, une question plus générale, compte tenu des responsabilités qui ont été les vôtres, puisque vous avez été vous-même directeur des affaires criminelles et des grâces, sauf erreur de ma part. Vous êtes bien renseigné. Ouais, enfin bon, la chancellerie reste la chancellerie. Ouais. Est-ce qu'à votre connaissance, quand la direction des affaires criminelles et des grâces a des informations sur des dossiers, etc., est-ce que ces informations sont transmises au cabinet? D'accord. Bon, la réponse est, je ne sais pas si c'est oui les 2 fois, mais il est clair que la direction des affaires criminelles et des grâces est tenue au même devoir d'information vis-à-vis du cabinet du ministre que nous, c'est-à-dire qu'elle va, quand elle reçoit des informations sur un déroulement, bon, si c'est une affaire qui ne présente pas un grand intérêt, j'imagine qu'elle ne remonte pas au niveau du cabinet du ministre, elle peut rester au niveau de la direction. Ou alors, c'est pas qu'une question d'intérêt, mais ça peut être des éléments d'information sur une affaire de crime organisé qui illustre qu'on a une interrogation sur une technique d'enquête, d'infiltration par exemple, ou d'interception, de sonorisation, des questions juridiques. Donc ça peut rester au niveau de la direction criminelle. Par contre, dans une affaire de cette nature hyper médiatisée, il est évident que ces informations-là ont vocation à être portées à la connaissance du cabinet. Alors, est-ce qu'on m'a dit, le cabinet du garde des Sceaux veut savoir je ne sais pas dans cette affaire-là particulière, mais ça peut arriver, oui, dans des affaires, il peut arriver qu'on nous dise le cabinet aimerait bien savoir telle ou telle chose. Vous interrompre pour dire à notre collègue que nous avons décidé d'auditionner Madame la directrice de cette direction. Donc oui. On pourra lui poser la question, puisque vous nous avez dit que vous avez remonté comme tout bon procureur général les informations. Voilà. D'autres questions, M. Morin? Non? D'accord. Simplement pour avoir la confirmation de ce que nous savons du fonctionnement, c'est-à-dire, mais c'est bien de le dire publiquement, que quand une information est à la direction des affaires criminelles et des grâces, elle remonte sur le bureau du ministre. D'accord. Madame Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Il a remonté à la hiérarchie. C'est pas ce qui a été dit. Je pense que c'est important. Attendons l'audition de Madame la directrice. Donc, Monsieur Morin ne tire pas des conclusions. Je pense que là, mon collègue Morin va un peu vite. Nous l'auditionnerons. C'est pas ce qu'a dit Monsieur le procureur général. Mes chers collègues. Non. Monsieur le procureur général a de nouveau la parole. Il n'a pas dit tout à fait ça. Monsieur le rapporteur. Je ne suis pas à la direction criminelle. J'y étais, comme le président le rappelait, mais je sais que ces informations qui remontent à la direction criminelle sur des affaires médiatiques et sensibles, appelons-les comme ça, la direction criminelle va logiquement les faire monter, mais bon, je ne peux pas dire que ça a été fait en l'espèce. Moi, il n'y a que la directrice qui peut le dire. Écoutez, nous l'auditionnerons. N'anticipons pas, mes chers collègues. Voilà.
pas à pas. Madame Untermeyer, oui. Si je puis me permettre, si le cabinet ne demande pas à la direction des affaires des criminels et des grâces de lui remonter l'information, il faut changer le cabinet, parce que c'est vraiment un mauvais Monsieur cabinet. Morin, Il y a une différence. Il y a quand même une différence entre des. Je ne vous ai pas donné la parole. Non, mais il y a une différence sur la supputation et la réalité des faits, quand même. Mon cher collègue, vous n'avez pas la parole. La parole, avec l'autorisation de Mme Untermeyer, est à notre rapporteur. Monsieur le rapporteur. Je voudrais dire à notre collègue Morin, attendons les auditions les unes après les autres. Monsieur le procureur général s'est exprimé. Nous poserons les questions et vous aurez l'occasion de les poser. Les faits, rien que les faits. Voilà. Parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général, vous avez exprimé tout à l'heure l'importance de l'expertise de l'enregistrement. J'ai une question à ce sujet. Au regard des plaintes qui ont été déposées les 6 décembre puis 20 décembre, est-ce que l'expertise de l'enregistrement était attendue dans le cadre de ces 2 plaintes? Et est-ce que la procédure avait été lancée dans cet esprit à ce moment-là ou à quelle date? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui déclenche en fait, en réalité, l'ouverture de l'enquête préliminaire? Est-ce que c'est à la demande d'Edoui Plenel ou en tout cas à raison de son insistance sur cette question? Parce que c'est ce qui nous a été dit lors de l'audition de ce journaliste. Merci, Monsieur le procureur général. J'ai pas appuyé. C'est bon, merci. Sur l'expertise, la réponse est non. Elle n'était pas immédiatement concernée par l'enquête ouverte sur constitution de partie civile en diffamation. L'information plutôt. D'abord, à cette époque, j'ai rappelé un peu les délais. J'ai dit que la consignation n'a été versée que le 15 février. Pardonnez-moi, je n'ai plus la date du désistement, mais en tout cas, 15 février, auparavant, rien ne se passe. Hein. Bon. Donc, l'élément important, c'est que dans une action en diffamation, eh bien, on agit. La personne qui se plaint et qui s'estime diffamée agit, et il revient aux médias en question ou à la personne qui diffame de faire son offre de preuve et d'apporter des éléments. Donc la cassette, l'enregistrement n'avait vocation à intervenir qu'à ce moment-là. Donc pour l'instant, non, rien, elle n'était pas dans le circuit. Votre deuxième question, c'est pourquoi fin décembre, il y a le changement de perspective. Bon, jusqu'à présent, nous étions au niveau du parquet général, sur un article de presse. Il y a beaucoup d'articles de presse qui circulent, même si on sait bien que cette affaire-là, maintenant que les langues se délient, apparemment beaucoup de gens avaient entendu parler de cet enregistrement, je ne sais pas trop, mais toujours est-il que au cours du mois de décembre, on est en présence d'une campagne de presse, en quelque sorte, et nous n'ouvrons pas une enquête sur chaque campagne de presse, hein, sinon je crois que... Bon. Non, l'élément nouveau, c'est que, évidemment, à un moment donné, il y a un signalement, une dénonciation qui est faite explicitement auprès du procureur de la République, dénonciation qui serait couverte d'ailleurs par éventuellement, si elle s'était avérée inexacte, il y a des actions qui sont prévues pour ça, pour les dénonciations mensongères. Donc ça, c'est un élément nouveau. Et puis la nécessité de préserver les preuves à ce moment-là par rapport à ce fameux enregistrement. Et c'est à ce moment-là donc a été prise la décision d'aller de l'avant et d'ouvrir l'enquête. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à notre collègue sur une question précise. Edoui Plenel, lorsqu'il a été auditionné ici par notre commission, nous a dit qu'il avait saisi le parquet pour demander que la justice se saisisse d'une affaire. C'est la question de notre collègue, c'est du moins ce qu'il nous a expliqué, d'où la question de notre collègue qui dit est-ce que c'est exact et est-ce que ça a eu une influence dans votre décision?
Alors, on pourrait reprendre la date à laquelle il vous saisit. Il a écrit le 27 décembre. Le 27 décembre, c'est ça, c'est fin décembre. Il écrit le 27 décembre au procureur et l'enquête est ouverte, enfin la décision est prise le 4 janvier. C'est qu'il y a un signalement explicite auprès du procureur de la République, ce qui est quand même, c'est ce que j'essaie de dire, d'une nature différente que d'avoir des articles de presse qui circulent sur telle ou telle chose. C'est un véritable signalement, une dénonciation. Et dans le même temps, nécessité évidemment de préserver les éléments de preuve. Donc, pour être précis dans la réponse à la question de notre question, en fait, l'intervention la lettre envoyée par Edith Plenel au parquet n'a pas eu d'influence? Bah si. Ou si? Bah ah si. Bon. Non, mais si. répondez. Je dois Moi, j'avais compris l'inverse. Elle est Je suis déterminante. étonné. Je dois mal m'expliquer. D'accord. Elle est D'accord. déterminante. Elle a eu une influence. Parce L'inverse. que précisément, Non, mais elle moi, a j'ai compris été l'inverse. adressée à une autorité judiciaire qui est investie du pouvoir de poursuivre et d'engager une enquête. C'est une situation qui crée pour le procureur une responsabilité particulière par rapport à tout ce qu'on peut lire dans la presse. Il arrive que le parquet se saisisse d'office. Moi, j'ai beaucoup travaillé, notamment sur le droit de la consommation, il y a bien longtemps. Parfois, il y a des publicités mensongères qui sautent aux yeux. On ouvre d'office, on se saisit. C'est des choses qui peuvent se faire. Mais au cas particulier, oui, il y a une dénonciation explicite auprès du procureur qui amène à considérer qu'il faut qu'on en ait le cœur net de cet enregistrement. D'accord. Donc la réponse est oui. Madame Voilà. Bechtel. Président. Monsieur le procureur général, je voudrais reprendre et élargir la question de Monsieur Morin, qui, je crois, n'est pas allé tout à fait jusqu'au bout. Voyons, compte tenu de votre passé, de votre expérience passée, vous nous confirmez que vous avez connu une période où l'information donnée à la direction des affaires criminelles des grâces par le parquet ou le parquet général remontait très systématiquement au cabinet, redescendait aussi par la même voie. Et est-ce que dans cette expérience que vous avez eue, y compris depuis de 2010 à 2012 au moins, il vous est arrivé de savoir ou de pratiquer vous-même que le parquet général pouvait lui-même saisir directement le cabinet? Le parquet général saisissant. Le schéma, encore une fois, c'est informé, si vous le préférez. Oui. Non, le parquet général transmet à la direction des affaires criminelles et des grâces. Vous dire qu'il n'y a jamais de court-circuitage, des liens directs qui peuvent s'organiser, mais là je transcende toutes les époques, ça je ne pourrais pas tout de même m'inscrire définitivement. Bon, ça dépend des attitudes des uns ou des autres, mais il est clair que le fonctionnement tel qu'il est conçu, c'est le passage par la direction des affaires criminelles et des grâces. Est-ce que votre mode de fonctionnement aurait été le même entre 2010, date à laquelle vous avez été nommé aux fonctions que vous occupez, et le changement actuel de gouvernement, et donc depuis 2012, depuis que la garde des Sceaux a fait savoir qu'elle se refusait à donner des instructions au parquet? Oui. Je trouve que ça a beaucoup à voir, au contraire. Non, mais excusez-moi. C'est une ambiance d'indépendance du parquet qui va me mener à ma question finale. Donc je voudrais avoir la réponse sur ce point, s'il vous plaît. Oui, pas à pas. C'est ça. Franchement, c'est sûr que le parquet général et le parquet sont investis d'une responsabilité qui repose vraiment sur leurs épaules dès lors qu'il n'y a pas d'instruction. Et quand on dit pas d'instruction, c'est pas seulement une instruction de poursuite, c'est pas de directive particulière. Donc c'est vrai que les mauvais comportements, les mauvais réflexes sont qui auraient pu permettre, mais ça remonte à fort longtemps, à court-circuiter ou pour se faire valoir, parce que ces choses-là existent aussi, d'aller directement vers l'autorité politique
perdent un peu de leur sens. Mais très franchement, je ne suis pas sûr que ça soit tellement une question institutionnelle. C'est une question de pratique. La pratique, encore une fois, ça doit être je fais remonter à la direction des affaires criminelles. La direction des affaires criminelles, ensuite, elle fonctionne avec le cabinet du garde des Sceaux, suivant les instructions qu'elle a de faire passer ou pas des informations au cabinet du garde des Sceaux. Voilà. Oui. Avez-vous senti une responsabilité particulière, plus grande, éventuellement une solitude, depuis que vous êtes dans une, comment dirais-je, je ne veux offenser personne, mais peut-être une culture de gouvernement un peu différente, dans laquelle le parquet a peut-être une latitude plus grande? Et est-ce que cela s'est répercuté dans l'affaire Cahuzac avec les décisions que vous avez amenées à prendre, notamment l'ouverture de l'enquête préliminaire? Non, mais je crois que j'ai peur que tout ça soit d'abord des questions un peu de tempérament et de caractère des gens. Parce que je crois que il n'y a jamais... on ne doit donner des informations que dans le cadre de ce processus hiérarchique. Si certains, à un moment donné, souhaitent se faire valoir d'une certaine manière avec des contacts directs, ma foi, voilà. Mais pour le reste, déjà, je veux dire, ça fait déjà un certain temps que les procureurs généraux se sentent investis d'une responsabilité directe et personnelle dans l'ouverture des enquêtes et leur conduite. Il y a une évolution, mais pouvez-vous nous affirmer que la manière dont vous avez, la décision que vous avez prise et la date à laquelle vous l'avez prise d'ouvrir l'enquête préliminaire eût été exactement la même 1 an et demi ou 2 ans avant? Écoutez, ça... Faisant de la juridique fiction, si je puis dire, mais quelle est la réponse? Vous ne répondez pas. Dirais, est-ce que j'aurais fait pareil il y a 2 ans? Écoutez, très honnêtement... Madame Bechtel, la parole est à Monsieur le procureur général. Oui, la fiction, moi j'ai un peu de mal à me situer dans la fiction, hein, très franchement. Bon. Est-ce que l'environnement a changé ou est-ce que ça aurait été tout à fait pareil? Je vais pas être dans la fiction, simplement pour que la commission soit éclairée. Le parquet prend 2 décisions, l'une le 8 janvier, l'autre le 19 mars. Est-ce qu'on pouvait aller plus vite entre 8 janvier et 19 mars? Si je vous ai bien compris, Monsieur le procureur général, ce qui était incontournable pour vous, c'était l'expertise de la bande. Et vous obtenez cette expertise le 12 mars. 18 mars. C'est-à-dire, moi j'interprète comme ça, si cet élément est incontournable, c'est le lendemain du rapport sur cette bande que vous prenez la décision. Voilà. La seule question qui reste, mais vous avez répondu tout à l'heure, c'est la demande d'entraide pénale le 12 mars. La question qui peut se poser, et ça je comprends que la commission peut se poser, c'est est-ce qu'on pouvait la faire plus tôt? Mais vous avez... Alors, réponse, oui. Non, mais c'est ça. Monsieur le procureur général, appuyez sur le micro. Toujours, oui. Voilà, je vous ai répondu qu'une enquête, d'entraide pénale, pour avoir quelque chance d'être performante, il faut qu'elle soit basée sur des données, et ces données-là, elles ont été recueillies au fil des auditions. Je vais parler d'une dizaine d'auditions en janvier-février, et voilà pourquoi l'entraide est partie à ce moment-là. Et honnêtement, est-ce qu'on aurait pu gagner 15 jours? J'en suis pas certain. Hein. Honnêtement, ça se bâtit. Hein, Alors, toujours sur la même question. J'ai 2 ou 3 mains qui se sont levées, mais sur la même question, hein, parce que sur la même question. Oui, Monsieur Morin. Monsieur le Président, moi je veux aider ma collègue Madame Bechtel.
Donc, je vais vous poser 2 questions très précises. Non, mais parce que plutôt Monsieur que de Morin, faire... vous avez la parole. Pardon, mais je veux Ne l'aider. vous laissez pas, Monsieur Morin, vous avez la parole et personne. Je vais poser très clairement 2 questions parce que comme ça, on ne va pas être dans la jury. Non, mais ça va. Monsieur Morin, posez vos 2 questions. Vous n'allez pas les trouver désagréables, monsieur, mon cher collègue. Attendez, La posez vos première, questions. très claire, est-ce que vous avez eu, vous, puisque vous avez expliqué que parfois, pour se faire valoir, on a des relations directes avec le cabinet, etc. Est-ce que vous, en tant que procureur général, avez-vous eu des relations directes avec le cabinet sur ce dossier? Et deuxièmement, pour vous aider, comme vous avez été aussi procureur général, me semble-t-il, de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est-ce que vous avez eu parfois, vous, des instructions directes émanant de l'autre autorité politique avant 2012? Comme ça, vous aurez les réponses. Monsieur le procureur général, sur la première question. Je n'ai pas eu de contact avec le cabinet du garde des Sceaux dans cette affaire-ci. Hein. Il n'y a eu aucun contact, mais je l'ai dit déjà, hein, mais je le répète, oui, volontiers. J'ai eu aucun contact avec le cabinet du garde des Sceaux, ni avec d'ailleurs un autre cabinet, c'est très clair, très clair. Et auparavant, du temps où j'étais à Aix-en-Provence, non, je n'ai pas eu de contact particulier. Merci, Monsieur le procureur général. Alors, il y avait toujours sur la même question, notre collègue. Ce qui nous importe, Monsieur le procureur général, c'est moi qui vous pose la question. Chut, la parole est à notre collègue. Ce qui nous importe, Monsieur le procureur général, c'est de savoir finalement ce que le gouvernement savait avant le 19 mars. Donc ma question est toute simple. Est-ce que, entre l'ouverture de l'enquête préliminaire et le 19 mars, vous avez donné des informations à votre hiérarchie, dans les différents échanges que vous avez eus, qui permettaient au gouvernement de savoir ce que vous alliez faire le 19 mars? Alors, ça, c'est une question. Dire qu'on allait ouvrir une information. Vous savez, encore une fois, l'essentiel a été subordonné au retour de l'enregistrement. Si l'enregistrement avait dit c'est pas du tout sur l'échelle de -2 à 4, c'est -2, ça aurait quand même bon. Donc je fais pas de la fiction là aussi, mais c'est un peu ça. Alors par ailleurs, il y a des éléments qui se rassemblent, qui donnent à penser que il y a quand même des choses. Donc l'enquête aurait sans doute été poursuivie sur un certain nombre d'éléments. Mais dire on a décidé d'ouvrir l'information judiciaire le 1er février ou le 15 février ou le 1er mars, non. Vraiment, elle aurait pu d'ailleurs éventuellement être ouverte un petit peu plus tard. Tout se pèse, vous savez, on a une enquête qui est partie. Mais je crois qu'il valait mieux l'ouvrir effectivement le 19 mars parce que à partir de ce moment-là, il y avait le retour donc de l'enregistrement et il y avait aussi un certain nombre d'éléments sur Singapour qui apparaissaient et donc il était clair qu'on arrivait sur un dossier de plus en plus complexe et le cadre de l'information judiciaire était devenu incontournable. Merci, Monsieur le procureur. Notre collègue Darmanin. Merci, Monsieur le Président. J'ai 2 questions, Monsieur le procureur général. La première est, à votre connaissance, est-ce que le juge Bruguière a essayé d'informer la justice d'une manière ou d'une autre depuis le début de cette affaire que vous avez datée tout à l'heure de début décembre, parce qu'auparavant il n'y avait pas d'affaire, vous l'aviez dit. Deuxième question, l'information que vous donniez à chaque étape, si j'ai bien compris, c'est vos propres mots oui. de cette affaire à la direction des affaires criminelles. Sous quelle forme faisiez-vous passer ces informations? Combien d'étapes? Donc si vous pouviez préciser peut-être le nombre de fois où vous avez eu ce contact. Et enfin, pour reprendre la question générale de M. Morin et Mme Bechtel, est-ce que sur cette affaire-là, vous avez senti tout à l'heure qu'elle était médiatique, qu'elle était importante, qu'effectivement on pouvait penser que la direction des affaires criminelles devait être particulièrement intéressée, et c'est bien normal. Est-ce que vous avez senti que la direction des affaires criminelles se montrait un peu plus pressante que pour l'ensemble des affaires que vous avez traitées d'habitude? 2 questions. Sur la deuxième, rapidement, M. le procureur général, Sur la deuxième, on a déjà répondu. Oui, bon. sur la deuxième, c'est clair qu'il y a de l'intérêt, oui, et en face, ça peut se comprendre. Hein. Je veux dire, c'est quand même une affaire, Dieu merci, particulière. Donc oui, il y avait de l'intérêt, évidemment. Votre autre question? C'est sur y a-t-il eu des informations en provenance du juge Bruguière? De Bruguière, c'était oui, ça. non, question, oui,
effectivement, pardon. Effectivement, non, j'ai pas eu de contact avec Jean-Louis Bruguière. Et je n'ai pas eu d'information, à mon niveau en tout cas. Il n'y a eu aucune information. Vous avez le procureur de Paris la semaine prochaine qui pourra vous dire si. Mais à mon niveau en tout cas, je n'ai eu aucun contact avec le juge Bruguière et je n'ai pas eu de remontée du parquet évoquant un quelconque contact avec M. Bruguière. Merci, M. Bruguière. Nous avons encore 2 intervenants. Notre collègue Eckert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur général, ma question est très simple. Concernant l'influence des communications qui vous ont été faites par l'administration fiscale sur la demande et la réponse des Suisses, vous avez dit faire une différence entre la notion d'avoir et la notion de compte. Est-ce que vous pourriez expliciter ce point? Non, mais oui, enfin, ça signifie que il peut y avoir un compte. Vous avez une notion de. Il faut lire vraiment très en détail, et je ne veux pas trop peut-être m'avancer sur les par rapport à un courrier qui est versé au dossier maintenant. Donc simplement un compte. Vous pouvez avoir un compte, vous pouvez avoir plusieurs. On sait très bien qu'un compte peut être au nom de quelqu'un, il peut être au nom d'un prête-nom, il peut être au nom de beaucoup de choses. La notion d'avoir peut être. On peut avoir un compte sans avoir des avoirs. Donc, si vous voulez. Tout ça donnait, en tout cas, comme je l'ai dit, ne fermait pas le chapitre, à notre sens. Hein. Donc, il fallait en toute hypothèse continuer les investigations. Bien, mes chers collègues, donc c'était les derniers intervenants. Je voulais remercier en votre nom à tous, Monsieur le procureur général, d'être venu, bien sûr, et d'avoir répondu à notre question. Alors, il y a une information que veut nous donner notre rapporteur. Oui, au début de cette audition, j'ai reçu une lettre du ministre de l'Intérieur qui m'envoie la note déclassifiée, qui a été déclassifiée ce jour, concernant la note de la DCRI. Ce que je peux vous dire, je vais en reparler au président, c'est que dans cette note, le nom de Jérôme Cahuzac n'est pas cité ni directement ni indirectement. Nous serons peut-être amenés de demander d'autres éléments, mais à ce stade-là, cette note ne cite ni directement ou indirectement Jérôme Cahuzac. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc c'est une demande, nous avons fait une demande au DCRI, je vous rappelle que nous l'avons auditionnée à huis clos, nous avions demandé cette note et que nous l'avons eue, elle a été déclassifiée, nous l'avons eue, vous voyez, dans les meilleurs délais. Merci, Monsieur le procureur général. Donc, si vous voulez rester, parce qu'on a dérapé à peu près d'une demi-heure. Voilà, et donc, pas de suspension, hein, on attaque dans la foulée.